Bonsoir à tous, bienvenue à cette dernière table ronde de notre première journée des rencontres du développement durable, co-organisée par l'Institut Open Diplomacy et Montpellier Business School. Vous le savez, on est en direct toute la soirée, on a encore cette clôture à la fin de la journée et demain on sera live depuis Marseille avec Kedge Business School. Mais avant de passer de l'Occitanie à la Provence et aux Alpes-Côte d'Azur, peut-être vous annoncer cette dernière table ronde sur le thème Transformer la finance. On vient d'avoir un plaidoyer très vibrant du prix Nobel de la paix Mouabad Younous pour repenser nos institutions économiques. Et je crois que là, sur le financement de l'économie, sur l'épargne, sur la façon dont l'investissement se passe, on va pouvoir y réfléchir en profondeur avec Stéphane Marchand, rédacteur en chef de notre partenaire média Pour l'Écho, qui va faciliter ce panel. Merci beaucoup Stéphane. Merci Thomas. Bonjour à toutes et à tous, où que vous soyez dans le monde, pour cette dernière table ronde de la journée. Cette journée a essayé de réfléchir à la manière de transformer le capitalisme. On a commencé à parler du rôle de l'entreprise ce matin, en début d'après-midi du rôle de la puissance publique, et maintenant, à tout seigneur, tout honneur, nous allons parler de la finance, en étant conscient du fait que quand on met à côté deux mots, le capitalisme et la finance, on déclenche, en tout cas en France, des réactions générales extrêmement hostiles, mais cette table ronde a pour objet de vous montrer que non, la finance peut jouer un rôle très positif dans la transformation du capitalisme. On estime en général qu'il faut à peu près 150 milliards d'euros par an pour mener la transition énergétique en France. Il y a encore quelques mois, on leur a dit mais c'est une somme énorme, c'est pas possible. En fait, quand on voit les sommes dépensées pour la relance post-Covid, on se dit finalement, c'est des sommes, voilà, c'est beaucoup, bien sûr, c'est beaucoup, mais on peut le faire, et surtout si ça vaut le coup, on peut vraiment le faire. Alors, je vais vous présenter nos intervenants de cette table ronde, en commençant par... je vais pas commencer par vous, Jean-Noël, je vais commencer à partir de moi pour que les téléspectateurs comprennent bien et suivent. Antoine Cyr, qui est juste à côté de moi, est le directeur de l'engagement d'entreprise, et vous êtes membre aussi du COMEX de BNP Paribas, qui est la 8e banque du monde. Et évidemment, la première en Europe, j'imagine. Oui, absolument, c'est la première banque européenne. À côté de vous, Adeline Pilon, qui est cofondatrice et déléguée générale de la fondation Helix. Vous nous expliquerez tout à l'heure de quoi il retourne, ce que vous faites et les outils que vous proposez. Anastasia Kozarenko, vous êtes titulaire de la chaire de microfinance dans les pays développés à la Montpellier Business School, qui est notre partenaire universitaire pendant toute cette première journée des rencontres du développement durable. Et vous êtes également directrice du Younous Center for Social Business and Financial Inclusion. Vous nous direz de quoi il s'agit, mais évidemment, la question portera bien sûr sur la microfinance. Jean-Noël Barrot, vous êtes député, vous êtes vice-président de la Commission des finances. Et ai-je découvert hier soir, parce que vous ne me l'avez pas dit, la modestie vous en empêchez, vous êtes docteur en finance et vous êtes ancien professeur au MIT. Donc vous savez de quoi vous parlez quand vous parlez de finance. Nous avons deux personnes en visioconférence. D'une part, Delphine Gibassier, qui est professeure à Audencia, titulaire de la chaire Performance Globale Multicapitaux. C'est évidemment au cœur de notre sujet. Et puis, Pierre-Alix Binet, responsable des programmes et du développement de finance, de Finance for Tomorrow, qui est une branche de Paris Europlace. Bonjour Delphine, bonjour Pierre-Alix. J'espère que la connexion est bonne, vous entendez bien ce que l'on dit ? Parfaitement. Tout à fait. Formidable. Alors, on va commencer avec vous, Jean-Noël, sur l'importance qu'il y a de proposer aux épargnants des produits d'épargne verts, bienveillants, favorables à l'environnement, favorables à l'inclusion, etc. Parce que, et ça c'est le résultat de vos études, peut-être même de vos recherches personnelles en tant que chercheur, vous avez découvert quelque chose d'incroyable en termes de comportement lorsque l'on présente aux gens des produits d'épargne innovants dans cette direction. Peut-être qu'ils vont pas choisir ces produits d'épargne-là, mais ils vont se mettre à acheter des actions, à acheter d'autres produits. Et ça va créer un comportement d'investisseurs beaucoup plus actif qu'avant. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails là-dessus ? Oui, il y a une énigme parmi les nombreuses énigmes en finance, c'est la manière dont on peut amener des gens dont ce serait l'intérêt à investir dans des actions, dans des produits risqués.
parce qu'en général, ils se découragent, ou en tout cas la complexité de l'investissement en actions, de l'investissement dans des fonds les décourage. Et la littérature, mais aussi bien sûr les acteurs du monde de la finance ont essayé de mettre en place des manières d'accompagner les gens vers l'investissement en actions. Et parmi ces manières, il y a évidemment l'éducation financière, mais la littérature économique montre que, et ma voisine pourra peut-être le confirmer, que c'est en général assez difficile, même avec l'éducation financière, même avec la formation, quand on l'a expérimenté, y compris dans des pays du Sud, d'amener les gens à faire évoluer leur comportement d'épargne, y compris dans une direction qui serait dans leur intérêt, c'est-à-dire par exemple, pour préparer la retraite, de prendre un petit peu plus de risques pour avoir un petit peu plus de rendement. Et récemment, en s'interrogeant sur l'effet qu'avait eu l'introduction progressive des fonds solidaires dans l'épargne salariale en France, deux chercheurs, dont Marie Brière, qui travaille avec des données d'Amundi, a démontré que lorsqu'on a introduit des fonds d'épargne solidaires dans l'épargne salariale, c'est-à-dire que les salariés pouvaient décider d'allouer une partie de l'abondement de leur employeur dans des fonds solidaires, c'est ces fameux fonds qui investissent 5 à 10% de leur capital dans des entreprises solidaires d'utilité sociale, eh bien, alors, les épargnants décidaient effectivement de le faire et s'exposaient un peu plus qu'ils ne l'étaient auparavant à des actions, ce qui est évidemment dans leur intérêt, puisque cette épargne salariale, elle a pour destination principale la préparation de la retraite. Or, quand on prépare sa retraite, à nouveau, on a intérêt à s'exposer modérément, mais quand même un petit peu à des produits d'action. Mais ça a évidemment un intérêt majeur pour la transition vers un modèle d'économie plus durable, puisque ça va financer des entreprises solidaires d'utilité sociale. Et ça, c'est très important, parce qu'il y a peu d'outils identifiés qui permettent à la fois de faire le bien de l'épargnant et de faire, je dirais, le bien de la planète, ou en tout cas d'aider notre économie à faire sa transition. Et donc, plutôt, comme on l'a fait pendant longtemps, que d'opposer l'épargne avec son rendement d'un côté, qui suppose d'investir dans des entreprises sans regarder ce qu'elles font, et une épargne plus solidaire, plus responsable, eh bien on s'aperçoit que les deux sont vraiment liés, parce que c'est en donnant du sens à l'épargne qu'on amène les Français à prendre des risques et même, dans leur propre intérêt, à réaliser des rendements. Très bien. Et ça, c'est cette courroie de transmission du comportement. On la constate aujourd'hui. Il y a des actions qui sont menées pour la déclencher, des politiques publiques. Oui, alors il y a deux choses qui ont été faites récemment. Alors les résultats de cette étude, qui sont relativement récents, n'étaient pas encore tout à fait connus. Il y a un autre élément de l'économie, de la finance comportementale, qui était, lui, bien identifié, c'est ce qu'on appelle les options par défaut. Quand on présente des options d'investissement à un épargnant et que l'on coche par défaut la première, l'épargnant va en quelque sorte faire confiance à l'option par défaut qu'on a cochée pour lui, même s'il a la possibilité de décocher. Et donc, si vous cochez une option qui vous paraît meilleure pour l'épargnant, ou meilleure pour un but à atteindre, et ça peut être la transition écologique par exemple, ou le financement d'entreprises solidaires d'utilité sociale, vous avez de bonnes chances de faire évoluer l'épargne dans cette direction-là. Le dernier grand texte sur lequel nous avons travaillé à l'Assemblée nationale, c'est la loi Pacte, la loi pour la croissance et la transformation des entreprises, qui a été l'occasion de réformer l'épargne retraite et de réformer l'assurance vie, qui sont les deux principaux vecteurs d'épargne de long terme des Français. Pour l'épargne retraite, ce qui a été décidé, c'est de généraliser la présentation aux épargnants d'une option solidaire, c'est-à-dire que chaque fois qu'ils ouvriront un plan d'épargne retraite qui a été largement réformé et rendu beaucoup plus attractif, qu'on leur présente automatiquement une option solidaire. Et puis pour l'assurance vie, ce que nous avons réalisé avec mes collègues députés, c'est de faire en sorte que chaque fois qu'une compagnie d'assurance ouvrira un nouveau produit à la commercialisation, que ce produit intègre obligatoirement un fonds tech, donc un fonds vert, un fonds ISR et un fonds solidaire, c'est-à-dire qui investit au moins 10% dans les entreprises solidaires d'utilité sociale. Et ce faisant, ce que nous espérons, c'est que ces deux mécanismes, celui des options
par défaut, c'est un peu le nudge, c'est-à-dire qu'on va pousser les gens vers une option qu'on considère meilleure pour eux comme pour la planète, en quelque sorte. Et que d'autre part, le sens donné à ces produits d'assurance vie, à cette épargne grâce à des labels, va effectivement nous permettre d'aboutir là où nous voulons aller. Vous avez dit tout à l'heure, il y a besoin de 150 milliards par an, et vu tous les milliards qu'on dépense, c'est vrai qu'il y a tous ces milliards qui sont en train d'être dépensés par le plan de relance, c'est vrai qu'il y a aussi 100 milliards qui ont été accumulés, d'épargne qui ont été accumulés pendant la crise, et donc il faut que ces 100 milliards, quand ils vont se redéployer, parce qu'aujourd'hui ils dorment sur des livrets, quand ils vont se redéployer peut-être en partie dans la consommation, mais peut-être aussi dans des produits d'épargne de plus long terme, il faut qu'ils aillent se placer dans ces fonds labellisés pour devenir un levier de cette transition et des objectifs du développement durable. Merci beaucoup. Antoine Cyr, est-ce que BNP Paribas s'inscrit dans le sillage de ce que vient de dire le député? Comment est-ce que vous vivez ça de l'intérieur? Alors, on a une expérience qui confirme totalement ce que vient de dire Monsieur Barraud, parce que on a développé un outil qui s'appelle My Impact et qui permet en fait à nos collaborateurs qui sont conseillers bancaires pour la gestion de patrimoine, hein, donc pour les clients qui ont déjà des actifs relativement importants, mais enfin ça représente quand même quelques dizaines de milliers de clients, et donc en fait on permet aux clients de regarder quel est l'impact de ces placements en matière environnementale, en matière sociale, et lorsque on commence à étudier des hypothèses de placement avec lui, on regarde quel impact ça va avoir par rapport justement aux 17 objectifs de développement durable de l'ONU, et donc ça permet aux clients d'avoir une vision complètement différente de ses motivations effectivement d'investissement, parce que jusqu'à présent on lui a parlé que de risque, de rendement, et on lui a pas, et éventuellement on lui a demandé s'il était intéressé par des produits solidaires ou par des produits d'épargne responsable, mais cette fois-ci on prend le sujet autrement, on lui dit est-ce que vous êtes prêt à regarder toute votre épargne au filtre de l'impact? Et donc cette démarche a évidemment comme conséquence que le client va faire plus d'investissements qui va avoir un impact positif parce que ça va devenir un élément de sa satisfaction, mais en plus on constate que tous les clients qui ont été confrontés à ce modèle ont en fait tendance à nous confier plus d'épargne, et donc le fait d'avoir plus d'épargne qui a du sens engage aussi les gens à retrouver plus d'épargne. Alors, ça peut être en action, ça peut être quelquefois dans d'autres dispositifs, mais dans des dispositifs qui ont toujours du sens. Merci beaucoup. Delphine Gibassier, vous nous entendez? Très bien. Toujours sur cette question du comportement qui est en fait extrêmement important en matière de finance. Vous, votre métier, c'est de travailler avec les entreprises pour faire évoluer les comportements. Vous essayez de former les managers à la finance de demain, donc peut-être aussi les financiers de demain, les gens qui travaillent dans les banques, dans les fonds, etc. Comment vous faites en fait pratiquement dans votre enseignement pour faire passer les messages à vos étudiants? Qu'est-ce que vous leur dites? Vous avez un langage que vous pouvez nous partager? Alors, les étudiants d'aujourd'hui sont largement réceptifs à ces sujets-là. On est plutôt dépassé presque par le nombre d'étudiants volontaires pour l'enseignement. Moi, j'enseigne la partie qui vient avant la finance ou en contact avec la finance, puisque c'est la manière dont les entreprises rendent compte de leur impact, qu'il soit positif ou négatif. Et sur ce sujet-là, on embarque les financiers, mais les financiers côté entreprise, donc les directions financières, les directions d'audit interne, et on a un vocabulaire qui est celui d'aujourd'hui, de la science sur les problèmes du développement durable, mais aussi du langage financier adapté à ces problématiques-là. On parle de capital naturel, aujourd'hui on parle de capital social, on a adapté le langage de la comptabilité à des sujets qui, il y a quelques années, n'entraient même pas dans ces considérations-là. Et du coup, on peut embarquer des personnes qui s'adressent à des carrières financières ou à des carrières dans des directions financières
à travers un langage qu'ils ont déjà appris sur le capital économique, et on les embarque sur des notions similaires, peut-être un petit peu différentes parce que les notions de nature ou de capital ou d'environnement ou de social sont un peu différentes, mais on a vraiment la possibilité de travailler assez facilement aujourd'hui avec les nouveaux outils. La Capital Coalition, qui est basée au UK mais qui rayonne mondialement notamment, a fait un énorme travail sur le vocabulaire et l'appréciation pour s'adresser aux comptables. Est-ce que par exemple ça veut dire que vous êtes capable de dire à une entreprise si vous respectez la biodiversité dans les 10 km autour de votre usine, eh bien vous allez gagner l'équivalent financier de... C'est ça que vous faites? Vous chiffrez l'inchiffrable? Alors, je ne sais pas si on chiffre l'inchiffrable. Il y a deux choses. Il y a le côté monétaire et il y a le côté physique qui est pour moi indispensable derrière. Aujourd'hui, la France est en avance sur ces sujets-là. Le CDC Biodiversité vient d'innover sur plusieurs années sur un énorme projet qui s'appelle le Global Biodiversity Score. Avec ce genre d'outils, qu'est-ce qu'on permet? Pas forcément de savoir ce qu'on gagne, mais aussi sur le court terme, mais surtout ce qu'on gagne sur le long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on travaille beaucoup sur les dépendances des entreprises à des actifs, entre guillemets, ou des capitaux qui seraient en danger. Et cette dépendance-là, il faut la travailler. Je prends un exemple qui est lié à la finance. Un investisseur vient vous voir et vous dit vous dépendez d'une espèce menacée. Ah bon? D'où ça? Celle-ci est située à plusieurs milliers de kilomètres, mais elle entre dans la fabrication d'un de vos produits phares. Vous avez 10 ans, dans 10 ans, c'est terminé. C'est 50% de votre chiffre d'affaires. Donc tout ça, c'est des choses que il y a quelques années, on ne pouvait pas voir. Aujourd'hui, à travers la comptabilité de la biodiversité et de l'eau et des capitaux sociaux, on est capable, pour les entreprises, de travailler sur la dépendance au risque, mais aussi sur la maintenance et la régénération d'actifs ou de capitaux qui sont déjà aujourd'hui en danger et qui pourraient mettre en péril les entreprises de demain et notre vie à tous, de toute façon, sur Terre. Merci beaucoup. Très éclairant comme réponse. Merci beaucoup. Je me tourne maintenant vers Adeline Pilon, toujours dans le chapitre du chiffrage de l'inchiffrable. Vous avez travaillé sur combien ça coûterait de pousser un pays comme la France à respecter scrupuleusement les objectifs de développement durable de l'ONU, les fameux 17, je crois, 17 ODD. Voilà. Est-ce que vous pouvez partager avec nous un peu votre travail et vos conclusions? Quand on parle, je veux juste rappeler que quand on parle des ODD, on parle bien sûr de tout l'élément environnemental et toute l'urgence climatique, mais on parle également aussi de créer une société inclusive où l'éducation tout au long de sa vie devient primordiale, l'égalité homme-femme notamment, mais aussi on parle aussi d'économie innovante et inclusive, et également un quatrième axe des ODD qui est souvent oublié, c'est la solidarité et la cohésion internationale. Donc quand on parle de DD, on parle vraiment de ces 4 chapitres et l'urgence économique en étant écologique en étant un d'entre eux. Aujourd'hui, les estimations sont très dures à créer. On travaille avec plusieurs institutions internationales sur ce sujet. On estime notamment le dernier chiffrage de la Banque mondiale, sont entre 5% et 8% du PIB mondial par an à investir pour la réalisation des objectifs de développement durable d'ici à 10 ans. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est pas un budget supplémentaire qui doit être alloué. On parle souvent de réallocation. Et sans ça que la finance est la clé et devient l'ami entre guillemets des Français pour pouvoir redistribuer cet argent, réallouer des budgets vers la réalisation des objectifs de développement durable. Cette semaine, la Fondation Helix, pour cet anniversaire, ce lancement de la décennie de l'action des objectifs de développement durable, publie une action box où le mot d'ordre de cette action box est de dire tout est lié, à toutes les échelles. Et à toutes les échelles, on travaille sur cette question de la réallocation des fonds. On va présenter, par exemple, au niveau de l'État, le plan de relance sous le prisme des ODD.
parce que la grille des ODD offre une nouvelle lecture du plan de relance. On va faire un focus sur les collectivités territoriales qui, sur un territoire plus petit, ont une plus forte cohésion culturelle et donc ont des moyens d'action plus concrets et plus rapides. Mais aussi, on va présenter des outils pour les entreprises pour repenser, pour refonder des politiques stratégiques, des politiques RSE, des stratégies marketing par la boussole des ODD. Exactement comme que vous venez de dire, Antoine Cyr, dans la démonstration les ODD peuvent être une boussole dans une politique d'investissement auprès d'une banque privée. Et enfin, on n'oublie pas les citoyens. Parce que comme vous l'avez dit, il y a 100 milliards qui sont thésaurisés aujourd'hui, et c'est 100 milliards qui sont à réinjecter dans l'économie, et on souhaite sortir les citoyens de ces sempiternels éco-gestes qui sont nécessaires, mais leur montrer qu'ils ont énormément d'autres moyens d'agir, l'épargne verte, mais aussi l'épargne sociale, et c'est aussi un moyen qu'ils ont de passer d'actions uniquement sur l'écologie à la société, à une économie inclusive, et sans oublier le multilatéralisme. D'accord. Et donc, dans votre fondation, vos interlocuteurs principaux, ce sont des entreprises ou des particuliers? Dans la fondation, nos interlocuteurs principaux sont des institutions publiques et des entreprises. Avec les institutions publiques, on va travailler sur un message de décomplexifier les sujets. C'est-à-dire il y a beaucoup de sujets liés à l'engagement qui paraissent complexes, et notamment la finance en est un. C'est un sujet complexe, on ne se sent pas invité à pouvoir prendre part alors qu'on a tous une carte bleue. Et donc du coup, le travail de la Fondation Helix va être d'être présente lors des grandes rencontres internationales pour décomplexifier les sujets, les rendre accessibles, donner accès à la connaissance et décomplexifier. C'est-à-dire décomplexer vraiment, se dire que même si on n'a jamais été dans une école telle que la vôtre, on a le droit de savoir comment fonctionne l'économie et la finance. Donc ça va être un travail qu'on va mener avec les institutions internationales et nationales, et avec les entreprises, on va travailler sur cet outil, cette boussole qu'on appelle le SDG Meter, pour pouvoir guider l'entreprise quand elle va vouloir repenser l'intégralité de sa politique RSE. À travers cette nouvelle boussole, elle a 10 ans, c'est pas un investissement inutile puisque c'est celui qu'elle va garder pour la décennie à venir. On va travailler avec aussi des entreprises du côté, quand il y aura des montages marketing, quand il y aura des réflexions sur le lancement de la création du produit jusqu'à la distribution, de savoir comment tout au long du cycle du lancement de produits, on répond ou malgré soi, des fois on se rend compte qu'on détruit un effort qu'on a fait à une étape avant parce que tout est lié encore une fois, que les ODD sont interconnectés. Et donc du coup on va travailler pour on va créer ces outils boussoles, cet SDG Meter pour pouvoir aider les entreprises à instaurer des cercles vertueux sur la décennie à venir. Merci. Jean-Noël Barrot, comme je sais que vous devez nous quitter dans pas très longtemps, il y a une question que j'aimerais vous poser qui est liée en fait à une réponse qui a été faite dans la table ronde précédente à laquelle vous n'avez pas assisté, mais le thème général c'était le développement durable. C'est un sujet tellement important que lorsque l'on regarde l'histoire de France sur longue période, on s'aperçoit qu'en fait, en dépit des petites tensions politiciennes ici ou là, finalement, le bulldozer du développement durable avance dans une direction qui finalement fait consensus. Alors moi j'aimerais vous poser la question, vous êtes à l'Assemblée nationale, vous êtes un acteur politique important. On assiste à beaucoup de déchirements, par exemple, entre les écologistes, qui en principe sont au cœur du développement durable, enfin en théorie en tout cas, j'ai peut-être naïf ce que je vous dis là, mais comment est-ce que vous expliquez le paradoxe entre la continuité, qui je pense est assez réelle quand même, et puis les pugilats politiciens incessants entre les écologistes? Que faut-il comprendre? Bon, il y a une règle assez simple en politique qui est qu'on peut plus facilement se mettre d'accord sur un objectif de long terme que sur l'objectif de très court terme. Et je crois que désormais, il n'y a plus un seul candidat à une seule élection, en tout cas en France, qui pourrait se présenter sans avoir ou sans montrer qu'il a conscience, pour quel que soit son mandat, de ce que cela comporte en matière d'accompagnement de la transition écologique dans toutes ses dimensions et du développement durable plus généralement. Ensuite, c'est une transition. C'est une transition et donc elle suppose à chaque étape
de trouver le chemin de crête entre ce qui relève, je dirais, de gestes ou d'actions qui sont compatibles avec l'objectif de transition et d'autres qui effectivement vont brider l'activité économique. Donc il y a un certain nombre de sujets sur lesquels ce débat n'a pas lieu. Par exemple, dans le plan de relance, vous avez 30 milliards d'euros qui sont consacrés à l'environnement au sens large, et vous avez notamment un grand projet de rénovation énergétique des bâtiments. Un projet comme celui-ci, il combine sans aucune sorte de difficulté l'objectif de la relance qui est de sauver des emplois et d'en créer un maximum, et celui de faire évoluer nos habitudes, nos bâtiments, etc., vers des modes de consommation qui sont compatibles avec nos objectifs de développement durable et nos objectifs de réduction des émissions. Mais il y a aussi d'autres choix que nous sommes amenés à faire dans le court terme qui peuvent entrer en contradiction avec d'autres impératifs comme celui de sauver l'emploi. Je pense par exemple à la question des néonicotinoïdes qui revient avec la question des betteraves. Je pense au glyphosate qui est une question qui s'est posée exactement dans les mêmes termes. Et je pense aussi d'une certaine manière à des débats que nous allons avoir cet automne en disant... Bon, beaucoup d'argent est injecté, pas seulement pour la rénovation énergétique, mais aussi du soutien aux entreprises, qui est presque inconditionnel. Est-ce qu'il faut demander, à ce moment-là, aux entreprises qui bénéficient de ce coup de main, de ce coup de pouce de la puissance publique, est-ce qu'il faut leur demander d'aller plus vite, plus fort dans certains objectifs de reconnaissance de l'égalité homme-femme, de diminution, de transparence à minima sur les écarts de rémunération, sur minimisation de leur empreinte carbone. Et donc là, les débats s'enflamment. Parce que vous avez évidemment, et moi j'en ai entendu, y compris des amis qui sont très branchés sur la préservation de la biodiversité, etc., qui ont reçu des messages d'amis qui sont dans les champs de betteraves et qui leur ont envoyé des photos. Et donc là, vous avez effectivement une tentation qui est de dire non, on est sorti du truc. Donc c'est pas pour y rentrer 2 ans plus tard. Alors certes, ça va piquer, mais si on commence à renoncer à chaque fois que ça pique, on n'y arrivera pas. Puis vous en avez d'autres, et je dois dire que d'une certaine manière, ma position va être un peu entre les deux, mais qui disent, comme vous dites, le bulldozer est en route, mais pour que le bulldozer passe, et pour que les Français, les citoyens adhèrent à ce bulldozer, il faut aussi tenir compte de temps en temps du fait qu'on est dans une phase de transition, que ça bouscule un certain nombre de secteurs et d'habitudes, et qu'il faut accommoder, qu'il faut accompagner ces transitions, sans quoi on se retrouve dans des situations comme on a vécu d'une certaine manière avec les gilets jaunes, même si c'est une crise qui est multifactorielle, avec une mesure un peu radicale qui ne va pas être acceptée parce qu'elle porte en elle un certain nombre d'injustices qui sont incomprises et qui est donc massivement rejetée. Et donc il faut aussi fabriquer de l'adhésion, et ça peut vouloir dire aussi parfois faire des compromis. D'accord. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va, Anastasia Kozarenko, on va venir vers vous maintenant. Votre spécialité, c'est la microfinance. Là, jusqu'à maintenant, on a parlé plutôt de la grande, enfin ça veut rien dire, il n'y a pas de petite finance, mais de la finance massive. On a parlé de centaines de milliards, etc. Parlez-nous un peu de l'impact que peut avoir la microfinance dans la vie quotidienne, dans l'économie. En quoi est-ce que ça peut changer le capitalisme ? Oui, merci Stéphane. Donc tout d'abord, je pense qu'il est important de définir ce qu'on entend par la microfinance. Donc il s'agit d'une offre de produits d'un petit montant comme le microcrédit, la microépargne, la microassurance qui cible des personnes à faible revenu. Par exemple, dans la cible de la microfinance, on retrouve les chômeurs, les femmes, les migrants, les jeunes. Et si on retourne à l'intervention du professeur Younous de tout à l'heure, qui est le père du microcrédit, la définition que lui, il a donnée et qui a été longtemps utilisée pour définir le microcrédit, c'était un crédit qui est utilisé pour créer son propre emploi, donc créer une micro-entreprise, souvent informelle dans les pays en développement. Et cette définition-là a beaucoup évolué aujourd'hui. En fait, on s'est rendu compte par les recherches, en faisant des interviews avec les bénéficiaires du microcrédit, qu'ils étaient en train d'utiliser illégalement, entre guillemets, ce crédit à des fins familiaux
ou à des fonds individuels. Aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin du microcrédit pas nécessairement pour la création d'une entreprise, mais pour un projet personnel. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on observe, notamment avec les dernières données du réseau européen de microfinance, que l'encours en Europe du microcrédit est réparti à peu près d'une façon égale entre le microcrédit professionnel et le microcrédit personnel. Donc, qu'est-ce qu'on entend par le microcrédit personnel? Attention, on est très loin du crédit à la consommation. Il s'agit d'une cible, donc on repère bien les clients qui sont dans le besoin, qui sont généralement exclus par la banque classique, parce qu'ils n'ont pas les garanties nécessaires, en fait. Et l'utilisation de ce microcrédit personnel, il ira, par exemple, pour acheter une voiture, pour pouvoir aller au travail ou retrouver un emploi. Donc, à chaque fois, il y a un projet économique derrière, même si ce n'est pas la création d'entreprise. Ensuite, pour répondre à la deuxième partie de votre question, donc comment la microfinance transforme le capitalisme. Déjà, je pense que c'est intéressant de revenir à la définition du crédit. Le mot crédit, il vient du latin credere, qui veut dire faire confiance. Et la microfinance, elle répare sur cette base-là et elle va utiliser justement les liens, la confiance entre les gens pour pouvoir justement faire du microcrédit. Donc, la différence avec la banque classique, c'est qu'on va inclure justement les personnes qui sont exclues par la banque classique. Et de quelle façon? La banque classique, elle utilise les garanties physiques. Donc, quelles sont les alternatives qui ont été trouvées par la microfinance justement pour pouvoir, d'une façon viable, prêter à des personnes à faible revenu? Et là, on revient à la notion de confiance et on parle du capital social. Donc, en fait, on va utiliser les liens entre les personnes. Et c'est une des inventions majeures de microcrédit, c'est le crédit du groupe. Donc, en fait, à la place de prêter à un individu, on prête à un groupe. Et c'est toutes les personnes participantes dans le groupe, elles sont responsables de remboursement des crédits de tous les autres participants. Donc, en fait, on va utiliser les liens entre personnes, les relations entre les personnes pour justement garantir le remboursement du microcrédit. Il est important de noter aussi que les taux de remboursement dans les pays en développement notamment sont très élevés. On tourne autour de 95-99%. Dans les pays développés, c'est moins vrai, donc on a des taux plus bas pour plusieurs raisons. Et ensuite, une autre façon dont la microfinance se distingue de la finance classique, c'est l'accompagnement. Donc, on a parlé de l'éducation financière tout à l'heure. Donc, chaque bénéficiaire, pas chaque, mais souvent, le microcrédit, il vient avec un accompagnement, donc un service non financier, que ce soit pour le microcrédit professionnel, la création, le développement de l'entreprise, ou pour le microcrédit personnel, comment gérer un budget et des bases de la finance, par exemple. Merci. Merci, donc c'est convaincant en fait. On voit comment ça peut transformer le capitalisme en effet, notamment en sécurisant le bas de la pyramide par exemple. Ne serait-ce que ça, c'est déjà un puissant changement et ça transforme. Avant de revenir, parce que j'ai très envie d'entendre la réaction d'Antoine Cyr à tout ça et le rôle qu'une banque joue pour sécuriser l'environnement, mais je voudrais d'abord aller en face, si je puis dire, vers Pierre-Alix Binet, qui travaille pour Finance for Tomorrow et qui, lui, travaille également, alors sur des outils complètement différents de la microfinance, mais vous, votre spécialité, c'est les outils pour aider les acteurs à se diriger vers le développement durable. Vous pouvez nous en parler ? Oui, merci beaucoup. Effectivement, comme le disait le député devant le bulldozer environnemental, donc la finance a un rôle moteur, accompagner la transformation économique vers un modèle décarboné et inclusif. Pour atteindre l'objectif, la transformation du mode et les activités du secteur financier et les conditions nécessaires, les acteurs développent des nouvelles pratiques, des nouvelles offres. C'est pour ça qu'à l'échelle de l'écosystème de la place financière, on a une certaine structuration de tous les acteurs, que ce soit les banques, les investisseurs. Et là, c'est un peu l'histoire de la culture où je travaille aujourd'hui, que je présente à ce
à cette table ronde. Donc Finance for Tomorrow, qui est une initiative qui a été lancée en 2017 dans la dynamique de la Coupe de Paris. On voit que dans chaque place financière, il faut penser des initiatives pour justement mobiliser le secteur financier. Aujourd'hui, on a environ 6 membres à l'échelle de la place de Paris qui se réunissent pour développer des innovations, proposer des choses à l'échelle de l'ingénierie financière, de coalition d'acteurs, et penser sujet de la durable pour que ce sujet passe d'un statut niche à un processus global de transformation de l'industrie financière. Finance for Tomorrow, donc c'est une initiative pour à la fois des acteurs publics et privés, et quoi vous disiez tout à l'heure, et ce que disait non. On a le gouvernement, la région, la ville, qui occupent des acteurs financiers et parafinanciers au quotidien, les outils, les technologies, les indicateurs, les métriques, les définitions qui permettent d'avancer sur le sujet de la finance. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui, en fait, c'est du concret. C'est du concret dans le sens où sur des sujets si divers et variés que sont par exemple les green bonds, le financement de diversité, l'innovation en finance, les tech. Une feuille de route se dessine sur 2020 au niveau de place de Paris, 4 définitions, dont on a donc comme influencé au niveau de l'Union européenne, car au niveau réglementaire, au niveau communautaire, un plan d'action de finance durable permet d'avancer sur un certain nombre de choses en définissant ce qu'est un investissement vert. Ça a été fait et ça laissait ouverte à dérive de greenwashing. Là, il y a une nouvelle étape qui est très importante qui a été définie. Et puis, un certain nombre de points où la Commission européenne joue un rôle majeur aujourd'hui. Deuxième priorité, la transition juste, que la transition puisse, et ça a été aussi un peu dit par les intervenants, la transition pouvoir accepter pour être efficace, pour que les décisions qui sont prises puissent en tout cas minimiser les négatifs sur le plan social. Le niveau également mondial, une lecture qui doit être globale. Lorsqu'on parle de saison qui brûle, en fait, pas de frontières. Et le chauffement climatique concerne l'ensemble de la planète. L'idée, c'est de pouvoir travailler à Paris sur une réflexion sur le financement de la transition dans les pays en voie de développement. Et tout ce question d'impact, beaucoup de choses, beaucoup d'actions au niveau des places financières. L'idée aujourd'hui, impact, c'est de faire en sorte que toutes ces mesures concrètes permettent d'outiller les acteurs financiers et d'avancer vers une transformation du modèle de la finance pour que la finance durable soit la finance de demain. Merci beaucoup. Merci beaucoup. La liaison est pas de bonne qualité avec Pierre-Alix Binet. Je suis sûr que les experts de l'Institut Open Diplomacy peuvent corriger le tir pour la prochaine fois où il interviendra. Antoine Cyr, quand on veut... D'abord, point de vue général, on dit que les banques vont pas très bien. Les taux zéro, voilà, il y a pas mal de facteurs qui font que les banques vont pas très bien. Alors vous allez me dire que la vôtre va bien, et apparemment, effectivement, elle se porte très bien. Mais enfin, en général, le système bancaire est un peu dans une situation difficile. On raconte que il est protégé contre la numérisation, etc. Mais alors, toujours est-il que la question que je voulais vous poser, c'est la suivante. Quand vous essayez de jouer votre rôle en faveur du développement durable et que vous vous adressez à vos clients qui sont des entreprises, vous procédez comment? Vous procédez par vous accompagner, vous menacer, vous lâcher? Quels sont les outils que vous avez à votre disposition?
D'abord, si vous me permettez, je voudrais juste revenir. Le secteur bancaire a démontré pendant la période qu'on a vécue, qui est la période du confinement, il fait partie des secteurs économiques qui ont contribué, je dirais, à ce que les choses tiennent à peu près. Alors c'est vrai que BNP Paribas est une banque qui est particulièrement en bonne santé, mais enfin bon, par définition, il faut toujours être très prudent quand on dit ça, parce que la vie est longue. Mais en revanche, ce qui est vrai, c'est qu'on a pu injecter 250 milliards d'euros dans l'économie européenne pendant cette période, et il y a toutes les banques françaises, par exemple, ont été extrêmement actives dans le fait de distribuer le fameux PGE, le plan garanti par l'État, et globalement, autant c'est vrai qu'en 2008, on avait eu une crise financière dont le système financier était le responsable, hein, c'est incontestable. On peut dire que là, on est en ce moment dans une crise sanitaire où, pour l'instant, les banques jouent bien leur rôle, et on voit bien quand même que les matelas de fonds propres que la réglementation adoptée depuis la crise les ont obligés à adopter fait qu'elles font ça quand même en ayant globalement des ratios de solvabilité, en ayant des indicateurs qui sont à peu près intacts et qui montrent leur capacité à jouer vraiment un rôle. Donc je pense que l'idée selon laquelle la banque est une industrie déclinante est une idée qui revient souvent et qui en fait fait un peu fi de la capacité de la banque à se régénérer. Et précisément, avec le digital, le développement durable est l'une des deux manières principales qu'a la banque aujourd'hui de se régénérer. C'est une activité qui est plus qu'on le pense une activité de long terme, parce qu'une banque, c'est un organisme qui fait beaucoup de crédits, et les crédits se font sur beaucoup d'années. Et donc, quand vous faites des crédits à des gens sur beaucoup d'années, même sur le plan strictement économique, vous avez intérêt à ce que ces gens soient longtemps vivants pour pouvoir vous rembourser pendant toute la durée du crédit. Et donc, finalement, s'il y a un type d'entreprise qui est particulièrement intéressée par le développement durable, c'est la banque, quand elle fait, bien entendu, vraiment de la banque, c'est-à-dire qu'elle travaille vraiment pour ses clients. Alors justement, nos clients, c'est un peu la réponse à votre question. On a des relations de long terme avec eux, et notamment pour nous qui sommes la première banque des entreprises en Europe, très souvent on a ces relations depuis très longtemps. Et si vous regardez la transition écologique, en réalité on a une transition écologique à faire avec des clients avec lesquels on a déjà fait beaucoup de transitions. Par exemple, aujourd'hui, vous avez des compagnies qui sont nos clientes à travers le monde, qui ont des transitions très importantes à faire, qui sont les compagnies d'électricité. Les compagnies d'électricité, elles produisent, à part en France où il y a beaucoup de nucléaire, elles ont pendant très longtemps produit l'essentiel de leur électricité avec du charbon. Il faut aujourd'hui qu'elles sortent du charbon. Alors nous, ces compagnies d'électricité, on est leur banque depuis parfois 50 ans, depuis parfois 100 ans. C'est souvent très ancien. Donc qu'est-ce qu'on fait avec elles ? Eh ben, on fait un peu tout ce que vous dites, c'est-à-dire à la fois on les accompagne, on les aide, mais on leur fait aussi comprendre qu'on ne pourra les aider que si elles font leur transition. Et par exemple, aujourd'hui, on dit aux compagnies d'électricité, écoutez, c'est simple, on va évidemment être votre banque, mais il y a quand même des conditions extrêmement importantes, et si ces conditions ne sont pas remplies, on ne pourra plus être votre banque. Ces conditions, c'est quoi ? Il faut qu'elles ne créent pas de nouvelles capacités de production avec du charbon, parce que sinon ça veut dire que l'argent qu'on leur prête va servir à installer des centrales à charbon, et il faut qu'elles aient pris l'engagement d'être complètement sorties de la production à partir de charbon en 2030, et qu'elles aient annoncé publiquement un plan qui les met sur une trajectoire de sortie à 2030, et donc si elles ne sont pas sur cette trajectoire de sortie, on leur dit dès aujourd'hui que on ne pourra plus être leur banque. Excusez-moi, prenons un exemple en Europe. Ouais. Les opérateurs électriques allemands. Ouais. L'Allemagne a dit stop le nucléaire, fini, après Fukushima. Ouais. Ils se sont mis à faire du charbon massivement.
Vous avez quoi? Arrêté totalement toute relation avec eux? Alors, je vais vous dire, je vais prendre 2 exemples et vous allez voir ces 2 situations différentes. Je vais prendre la Pologne et l'Allemagne. En Pologne, les compagnies d'électricité polonaises font très massivement de l'électricité avec du charbon et elles ne peuvent, quoi qu'elles décident aujourd'hui industriellement, elles ont pris trop de retard dans leur transformation et donc elles ne pourront en aucune façon être à 0 charbon, ni même probablement à 20% de charbon en 2030. Et donc nous, on ne peut pas financer ces compagnies. Et donc ça fait déjà 1 an et demi, alors qu'on est une banque très importante en Pologne, hein, plus importante qu'en Allemagne. En Pologne, on a 3 millions de clients. Et donc on est allé voir les compagnies d'électricité polonaises et on leur a dit, désolé, mais on ne peut plus être votre banque. Et donc on est sorti de toutes les compagnies d'électricité polonaises. En Allemagne, bien qu'il y ait la sortie du nucléaire, les Allemands se sont engagés à sortir du charbon pour 2038 pour l'instant. Donc, comme il y a cette échéance de 2038, bien sûr c'est différent de 2030, mais que c'est quand même une échéance de sortie, et donc les compagnies d'électricité allemandes sont quand même en train maintenant de prendre des engagements de descente assez forts. Et donc ce qu'on leur a dit, c'est vous avez jusqu'à 2021 pour avoir amendé votre feuille de route pour être sorti en 2030, et si en 2021 vous n'avez pas un plan de sortie qui vous permet d'être sorti en 2030, quels que soient vos efforts, on ne pourra plus non plus être votre banque. D'accord. Très bien. Merci beaucoup. Delphine Gibassier, j'aimerais retourner vers vous. Vous êtes toujours avec nous? Toujours. Tout l'enjeu pour convaincre les investisseurs pour une entreprise, c'est d'intéresser les investisseurs aux performances de développement durable, évidemment, c'est de fournir des datas qui fassent sens auprès des investisseurs et qui leur permettent de constater qu'effectivement, il y a là une direction probante, qu'il y a là un effort mesurable, quantifié, etc. Et les entraîner à investir dans une entreprise ou l'activité au sein d'une entreprise. Vous, qui êtes une chercheuse, vous pouvez nous donner quelques exemples de ces datas, de ces indicateurs que vous êtes en train de découvrir et qui vont révolutionner la comptabilité en faveur du développement durable? Alors c'est un sujet qui n'est pas nouveau, hein. Il y a presque 50 ans de recherche dessus, mais on approche aujourd'hui d'une comptabilité qui travaille avec ce qu'on appelle les limites planétaires et les fondations sociales. Ça me paraît essentiel pour une entreprise de compter à partir de ces limites-là, de ces notions-là. Je vais en prendre un exemple après, parce que sinon, effectivement, un investisseur va pas savoir s'il continue à investir dans une entreprise qui potentiellement ne maintient pas les capitaux dont on dépend et dont elle dépend. L'exemple le plus connu, c'est ce qu'on appelle les science-based targets, c'est-à-dire des objectifs qui ont été fixés en fonction de la science, soit pour du 2 degrés, soit pour du 1,5 degré, qui sont les limites posées par l'IPCC. Dans ce cadre-là, les entreprises qui se sont alignées permettent aux investisseurs de se dire la trajectoire est la bonne. Aujourd'hui, si on fixe des objectifs de -20, de -30 et a fortiori sur de l'efficience et non pas sur de l'absolu, on ne donne pas les bons indicateurs pour un investisseur et savoir si effectivement on est en train de continuer à financer de la destruction et non du maintien ou de la régénération, voire de l'impact positif. Et on a besoin de ça. Le deuxième élément aussi sur la comptabilité aujourd'hui, c'est qu'on commence à intégrer ça dans les processus de décision. Aujourd'hui, ce qui intéresse quand je discute avec des investisseurs à propos des projets de la chaire, c'est pas seulement du reporting, mais c'est de comprendre comment les processus décisionnels des entreprises ont commencé à changer. Donc, l'investissement des directions financières aujourd'hui, c'est clé. C'est récent, mais c'est clé. C'est-à-dire que la mesure, le contrôle de gestion, l'audit interne, toutes les fonctions financières des entreprises doivent s'imprégner de ces sujets-là. Et c'est un mouvement qui est très récent.
mais qui va être massif. Les entreprises qui sont avec nous dans la chaire enclenchent un tournant, j'allais dire, à 180 degrés pour vraiment intégrer ces sujets-là dans leur processus de décision, de CAPEX, donc d'investissement, de décision de nouveaux produits, de localisation d'usines, potentiellement d'achat ou de revente d'entreprises dans lesquelles elles étaient engagées. Tout ça, ce sont des décisions aujourd'hui qui sont prises pas seulement avec un seul capital financier, mais avec de multiples capitaux. Et si on raisonne en termes de valorisation, alors éventuellement boursière, mais même si l'entreprise n'est pas cotée, vous avez des façons de mesurer la valorisation que l'on peut attribuer directement aux efforts de développement durable d'une entreprise ? On peut monétariser les efforts. Il y a différentes façons de le faire. Elles se valent pas toutes. Elles donnent pas les mêmes indicateurs. Quand on parle de monétisation, on peut parler de coût de maintien, par exemple, d'un capital. Quand on regarde ce coût de maintien-là, on peut s'imaginer s'il y avait une taxe, s'il y avait une obligation d'État. Le chiffrage, c'est d'ailleurs des choses qui existent pour des secteurs bien particuliers déjà aujourd'hui, de rémédiation, par exemple d'éléments de mines ou d'usines particulièrement polluantes. Mais pour le cadre plus général, oui, on peut estimer et on peut regarder aujourd'hui, en achetant une entreprise, non seulement son capital économique, mais aussi son capital social qui peut être destructeur. Et enfin, son capital naturel, est-ce qu'il est en train de le maintenir ou de continuer à le détruire? Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans une entreprise qui continue à créer de la dette sociale et de la dette environnementale ou non? Merci. Merci. Il y a des questions de la part de notre auditoire. Il y en a une que je vous lis. Elle n'a pas de cible particulière, mais j'aimerais que vous répondiez dès que vous avez envie. Adrien Partier. Alors la question est la suivante. Dans la mesure où la non-séparation des activités d'épargne et d'investissement des grandes banques systémiques constitue un risque gigantesque pour l'économie mondiale, comment ne pas envisager d'imposer de manière urgente aux institutions bancaires une stricte séparation de ces deux activités? Antoine Cyr. Je pense que cette remarque s'applique très bien à l'économie bancaire de 2008 ou 2009. Mais entre-temps, les réglementations ont quand même profondément changé. Il y a eu des règles de fonds propres très exigeantes qui se sont appliquées à toutes les activités de marché des banques. En ce qui concerne l'Europe, on va dire que les investissements pour compte propre sont très pénalisés et les activités de marché pour compte propre sont, elles, séparées. Et si vous regardez une banque comme BNP Paribas, on a aujourd'hui à peine 10% de nos fonds propres qui sont engagés sur les activités de marché. Donc on est dans une situation qui a complètement changé par rapport au fait générateur de la remarque de notre auditeur, qui était tout à fait justifiée il y a 10 ans, mais qui en tout cas, quand on prend les banques européennes, ne l'est plus aujourd'hui. Très bien. Est-ce que l'une d'entre vous veut prendre position sur ce sujet-là ? Alors je vais rester avec vous, Antoine Cyr, sur la question du crédit que vous faites à vos clients. Un crédit, donc c'est un rapport de confiance, comme vous le disiez tout à l'heure. Vous le jugez, vous avez une notation financière du crédit, mais apparemment vous commencez à inventer toute une série d'autres notations extra-financières du crédit, biodiversité, sociale, solidaire, enfin toute une série d'autres façons de noter le crédit. Qu'est-ce que vous en faites ensuite? Qu'est-ce que Par exemple, imaginons que la note financière soit pas top, mais que la note sociale, solidaire et biodiversité soit bonne. Vous conservez le client? C'est aussi simple que ça? Ça dépend ce qu'est le client. Par exemple, aujourd'hui, on est de plus en... D'abord, la transformation on parle beaucoup de transformation du capitalisme, mais moi, je préfère parler de transformation des entreprises. Parce que même les entreprises sociales et solidaires, elles ont besoin de se transformer. Et nous, par exemple, aujourd'hui, on a une activité très importante de banque des entreprises sociales et solidaires. Il
il est clair qu'on va pas juger un modèle d'entreprise sociale et solidaire de la même manière qu'un modèle d'entreprise capitaliste classique. Une entreprise sociale et solidaire, il faut qu'elle soit bien gérée, mais bien gérée par rapport à son objectif premier, qui est un objectif de bien commun. Et donc, on suppose que si elle est bien gérée par rapport à cet objectif, entre éventuellement des aides du secteur public, de la philanthropie et des activités commerciales qu'elle peut avoir, elle peut avoir un modèle tout à fait stable. Par exemple, on a beaucoup parlé de microfinance tout à l'heure. Il y a une organisation très importante de microfinance en France qui s'appelle l'ADI. Donc l'ADI, c'est le premier acteur de microfinance. C'est près de 30 000 projets de personnes titulaires du RSA ou au chômage qui créent leur entreprise chaque année. C'est en France. Et on voit bien que le modèle économique de l'ADI, c'est à la fois de faire du crédit qui va être remboursé avec des intérêts, mais c'est aussi pour pouvoir instruire ces crédits, ils ont besoin d'avoir des bénévoles parce que les crédits sont trop petits pour être instruits dans des conditions correctes par des gens qui seraient que des salariés, et ils ont aussi besoin, c'est ce qu'on a fait nous en les aidant à développer toutes leurs antennes dans les quartiers, ils ont besoin d'être subventionnés pour être aidés dans leur développement. Et donc l'ADI, c'est une très bonne entreprise sociale et solidaire, mais c'est une entreprise qui a un modèle différent de celui d'une entreprise cotée. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est que effectivement, il faut, quand on va faire un crédit, il faut d'abord que l'entreprise soit solvable, car pour revenir à la remarque de tout à l'heure, solvable au sens traditionnel oui, mais c'est vrai que toujours à ça. C'est vrai que ce que disait notre auditeur tout à l'heure sur les risques systémiques, ça vient aussi du fait que dans les années 2008-2009, les banques avaient en quelque sorte dissimulé des crédits non solvables en les refourguant dans de mauvaises conditions au marché. Donc la solvabilité, en fait, la vraie clé du risque systémique, c'est la solvabilité. C'est-à-dire que lorsque les banques cessent de faire des crédits à des clients qui sont solvables, forcément elles font faillite. Et donc c'est extrêmement important de garder comme critère central le fait que quand on fait crédit à quelqu'un, on a analysé qu'il avait de bonnes chances de rembourser le crédit. Pas 100% de chance, parce que la banque est un métier dans lequel on prend un risque, mais il faut que le risque soit mutualisable et raisonnable. Et donc ça reste le critère absolument déterminant d'un crédit. Mais il y a un deuxième critère qui va en effet devenir déterminant, qui est le critère de savoir quel est l'impact de ce qu'on finance sur, comme il a été dit tout à l'heure, les limites planétaires et les fondations sociales. Et donc, nous, aujourd'hui, on est en train de travailler sur d'abord on travaille sur nos grands clients, mais sur le fait d'évaluer ce que nos grands clients font en matière climatique, en matière de biodiversité, en matière de droits sociaux, de droits humains, en matière d'impact sur les collectivités et sur les communautés locales, et en matière de gouvernance. Et donc, petit à petit, on va construire des modèles et en effet, on aura besoin, c'est pour ça que ce que font les universitaires en ce moment nous intéresse énormément, parce qu'il va y avoir besoin de beaucoup d'intelligence pour rendre tout ça solide et fiable, et on va clairement avoir petit à petit des indicateurs de ce type qui vont aussi venir nous dire si on doit faire ou si on ne doit pas faire ce crédit. Alors aujourd'hui, on a déjà des critères comme ça. Aujourd'hui, sur tous les critères un peu, sur tous les secteurs un peu sensibles, on a des politiques qui déterminent dans quelles conditions on fait ou on ne fait pas tel ou tel crédit. Mais ce qui va être nouveau, c'est que petit à petit, on va examiner les critères que je viens de dire pour l'ensemble de nos clients entreprises. Et pour l'instant, c'est les clients entreprises. Mais à un moment donné, on va se poser les mêmes questions, en tout cas sur le plan climatique, quand on va faire des crédits à l'immobilier. Et un jour, sans doute, on se posera aussi ces questions-là quand on fera des crédits pour les véhicules. Anastasia, alors vous avez sûrement quelque chose à dire, mais je voudrais vous poser une petite question avant. Antoine Cyr vient de décrire la finance telle qu'il la vit dans une grande banque. Fait crédit à des clients, c'est des sommes en général assez importantes. Vous avez décrit tout à l'heure un phénomène qui est à la fois très voisin, mais vous faites des
prêts tout petits à des gens, des opérations de petite taille. Qu'est-ce qui empêche d'appliquer le modèle vertueux de la microfinance à des sommes plus importantes? Et pour préciser ma question, est-ce que les outils, en particulier numériques et big data que l'on a aujourd'hui, ne peuvent pas faire imaginer qu'un jour on puisse faire de la microfinance en prêtant $1 milliard? Alors, ce qui empêche, c'est qu'on n'a pas du tout la même clientèle. En fait, la banque, pourquoi on demande des garanties à nos clients? Parce qu'on ne les connaît pas assez. On ne sait pas, comme vous disiez, si le prêt il sera remboursé à 100% ou pas. Donc, justement, en microfinance, on ne connaît pas. Souvent, il s'agit de la création. Donc, on prend beaucoup de risques en prêtant à une personne qui, souvent, n'a jamais créé d'entreprise avant. Donc, c'est la première fois que cette personne, elle crée. Souvent, elle n'a pas un très grand niveau d'études. Donc, du coup, on prend beaucoup de risques et on ne connaît pas son projet dans le sens où il n'y a pas d'historique. Il n'y a pas d'historique ni de remboursement des crédits, ni d'historique d'entreprise. Donc, ce qu'on va faire avec cette personne, c'est en effet, on va analyser son business plan, mais surtout, il y a une très grande proportion de la décision qui sera basée sur ce qu'on appelle la soft information. C'est tout le relationnel, la motivation, les qualités de la personne, son honnêteté, l'entretien, qui fait qu'on va créer un lien avec cette personne. Il y a un autre aspect que j'ai déjà mentionné auparavant, c'est l'accompagnement. Donc c'est à travers l'accompagnement qu'on va justement créer un lien avec nos clients. Maintenant, comme le disait très bien Antoine, la microfinance est coûteuse, l'accompagnement est très cher, et cet aspect-là de la microfinance, qui est très important, on le sait, il ne deviendra jamais économiquement viable. Maintenant, comme Antoine il l'a remarqué très bien, la microfinance, c'est un secteur qui est fortement subventionné, qui reste subventionné, et les études démontrent que même quelques années après, une dizaine d'années après, on continue à bénéficier de subventions. Maintenant, ce qui est important à mentionner ici, c'est que notamment dans les pays développés, on a un système de protection sociale qui existe, ce qui fait qu'une personne qui a créé son propre entreprise, au bout d'un certain temps, elle bénéficiera plus de l'assurance chômage, elle commencera à payer des impôts sur son revenu, son entreprise, si elle grandit bien, elle pourra payer des taxes et l'entreprise pourra embaucher dans le futur, ce qui fait que, en fait, ça a du sens de subventionner la microfinance. Et d'ailleurs, on a des études qui sont réalisées par des instituts de microfinance sur l'investissement socialement, le retour social sur l'investissement, qui montre, par exemple, si on retourne à l'exemple de l'ADI, qu'un euro investi dans du microcrédit rapporte à la collectivité 2,40 €. Si en attendant un peu, quoi. En attendant 2 ans, vous avez raison. L'horizon temporel est important parce qu'au bout d'un an, justement, c'est ce qu'il trouve. Il y a un rendement qui est négatif, mais au bout de 2 ans, le rendement devient positif et il s'élève à 2,40 €. Et pour un autre exemple, Microstart en Belgique, il retrouve qu'un euro investi rapporte 4 € à la collectivité. Maintenant, la différence entre les deux modèles, c'est pas parce que Microstart est beaucoup plus performant par rapport à l'ADI, c'est 2 pays différents, donc 2 systèmes fiscaux différents, et ainsi de suite. Très bien. Delphine Gibassier, en face des banques, en face du système financier, à l'intérieur des entreprises, il y a le directeur financier ou la directrice financière. Si on veut faire la révolution que nous appelons tous de nos voeux pour transformer le capitalisme, transformer les entreprises, il faut absolument transformer la direction financière des entreprises, qu'elle fonctionne différemment avec d'autres. Est-ce que vous qui travaillez dans une école de commerce, est-ce que vous avez l'impression que le système éducatif fait assez d'efforts pour former les directeurs financiers qui vont être capables de conduire cette révolution? Alors on espère que les chercheurs sont en avance sur la réalité, et si c'est pas le cas, c'est un peu inquiétant. Alors que les chercheurs le soient, oui, mais j'espère que vous m'entendez bien. Très bien.
Très bien, parfait. Dans le cadre de l'éducation, c'est vrai que les business schools, partout dans le monde, pas qu'en France, on a vraiment un immense changement à opérer dans la façon dont on enseigne, qui est en cours, hein, mais qui est sans doute plus lent que ce que beaucoup voudraient. Nous, on a à Audencia créé le premier Executive MBA qui s'appelle le Chief Value Officer et qui est dédié aux managers qui souhaitent évoluer dans ce changement-là. Alors, c'est dédié en partie aux professions de la finance, mais pas que. On peut être manager et avoir à prendre des décisions à partir des chiffres produits par cette comptabilité qui est désormais multi-capitaux. Et on revient un petit peu à la discussion qu'on vient d'avoir sur les données extra-financières. Ce qui est important de voir aujourd'hui, c'est qu'avant, on ne crée pas forcément de lien. Les contrôleurs de gestion, les décideurs, on a toujours eu des décisions qui sont multiformes. On doit fermer une usine, on va perdre des emplois, on va perdre des gens. Qu'est-ce qu'on fait? Mais aujourd'hui, la décision est systémique. Donc, on voit beaucoup plus systémique et de long terme. On voit beaucoup plus le lien entre un capital social, on le voit aussi dans l'exemple de la microfinance, et un capital économique créé ou à plus long terme. Et ça, c'est des choses qu'on apprend dans ce nouvel MBA. On a plus de 500 heures de cours dédiées complètement à un apprentissage nouveau avec des cas réels d'entreprises qui tous les jours doivent composer avec non plus un, mais plusieurs capitaux dans leurs décisions, qu'ils soient managers ou qu'ils soient directeurs financiers. Je vais prendre un exemple qui est vraiment intéressant, c'est l'entreprise Olam, qui est une entreprise mondiale singapourienne dont on n'entend pas forcément beaucoup parler parce qu'elle se situe en amont du secteur agroalimentaire. Cette entreprise-là a créé une équipe qui s'appelle Finance for Sustainability, dans lesquels ils ont créé leur propre outil en interne de 7 capitaux qui est complètement intégré à leur bilan et à leur compte de résultats avec les limites planétaires. C'est un des systèmes les plus avancés au monde et ils avouent et ils le disent, on n'est pas parfait et on continue à détruire. Par contre, ce que ça leur a permis de faire dans un certain nombre de leurs secteurs d'activité, c'est de complètement changer les décisions qu'ils prenaient pour le long terme, pour la résilience et financière et de l'environnement dont ils dépendent. Et donc ça, le MBA qui ouvre en mars 2021, il est dédié à cette capacité de bouger d'un capital à plusieurs dans la stratégie et dans le leadership en entreprise. Et on voit dans les premiers les approches qu'on a que c'est quelque chose qui plaît énormément et surtout qui attire les fonctions aujourd'hui en poste. Et en dehors de ça, on a maintenant besoin de former les plus jeunes. Donc le cours qu'on donne sur la comptabilité multicapitaux à Audencia est un cours qui plaît énormément, qui est plein et ça prouve qu'on a en termes d'éducation, on a encore énormément de travail pour passer d'éduquer ou de travailler avec ceux qui sont aujourd'hui en poste vers les plus jeunes qui vont aller dans leurs équipes. Et cette mutation-là, elle est en cours, mais sans doute pas encore suffisamment rapide, mais on est là pour ça. Merci beaucoup. J'ai une question pour vous aussi, Delphine, mais peut-être aussi pour les autres intervenants. Toute la journée, on a parlé du développement durable, de la transformation du capitalisme et des stratégies respectives des entreprises, de la puissance publique et maintenant de la finance. Et à chaque fois, il y a eu des questions sur est-ce qu'il n'y a pas du greenwashing? C'est un discours de communication. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont reconnu que oui, la communication était très importante en la matière, parce que finalement, on est dans la pédagogie, donc il faut communiquer. Donc, la communication n'est pas, non seulement c'est pas un risque, mais c'est une nécessité. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne un alibi. Et dans les 2 dernières années, un des grands événements dans la finance, en matière de communication, ça a été la fameuse lettre de Larry Fink, le directeur du fonds BlackRock, qui a expliqué que les entreprises qui n'étaient pas responsables finiraient nulle part et que, sous-entendu, la menace, c'est nous, BlackRock, on ne vous accompagnera pas si vous n'êtes pas sérieux. Alors, une question, est-ce qu'il a tenu parole, finalement, du temps a passé? Est-ce qu'il a tenu parole, Larry Fink? Est-ce que son fonds a réellement fait ce qu'il avait dit ou pas? Voilà. Est-ce que vous avez des opinions là-dessus? Antoine Cyr. Ouais,
ce qu'on peut dire, c'est que le mouvement est enclenché. Je pense que le BlackRock, c'est un fonds qui est basé aux États-Unis. Et donc, il faut bien reconnaître que les normes de développement durable dans la finance aux États-Unis sont globalement très très en retard sur les normes européennes. Si vous prenez les banques américaines, par exemple, il n'y a pratiquement pas de banques américaines. Je crois que Citi commence à en avoir une un peu, mais il n'y a pratiquement pas de banques américaines qui ont des politiques charbon. Aujourd'hui, les meilleures politiques charbon du monde, c'est celles des banques françaises et une banque italienne. Mais les américaines sont très très loin. Et donc, BlackRock, il vit dans le même univers, c'est-à-dire celui d'une finance américaine qui, en termes de prise en compte du développement durable, est extraordinairement en retard sur la finance européenne. Ça, c'est un point qu'il faut avoir en tête. Et donc, quand il écrit cette lettre, il fait quand même un mouvement de traction qui sonne en quelque sorte la fin ou la volonté de mettre un terme à ce retard américain dans ce domaine-là. Donc, je pense que, voilà. Et ensuite, comme toujours, entre le moment où le patron d'une entreprise, qu'elle soit bancaire ou non, dit il y a un virage stratégique, et le moment où tout le monde s'aligne sur ce virage stratégique, il peut s'écouler un peu de temps. Mais ça, nous, on le vit. Par exemple, il y a plein de domaines dans lesquels on a annoncé en 2010 qu'on faisait des transformations, et en fait, quand on regarde, on voit bien que la vraie transformation, elle s'est opérée en 2012 ou en 2013 ou en 2014, parce qu'il faut un temps que ça fonctionne. Donc là, je pense que c'est en fait aujourd'hui que c'est en train de bouger. Après... oui, c'est quand même, il y a quand même un mouvement de transformation qui je crois, est en train de s'enclencher. Aujourd'hui, vous avez des collectifs d'investisseurs qui représentent quelquefois 20, 30, 40% des investisseurs mondiaux, qui posent des questions aux assemblées générales, par exemple sur le climat, qui étaient des questions qui n'étaient absolument pas posées il y a quelques années. Donc on est en train de vivre une accélération. Donc forcément, quand vous êtes au début d'une accélération, la ligne d'arrivée est encore loin. Simplement, vous savez que vous êtes en train d'accélérer et que vous allez l'atteindre beaucoup plus vite que si vous avez continué à un rythme d'escargot. Et je crois que ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est l'accélération. On est encore loin de l'arrivée, mais on est en train de commencer à se diriger vers l'arrivée, ou en tout cas vers le progrès, beaucoup plus vite qu'on ne le faisait il y a quelques années. Je pense que le moment charnière, ça a été 2015, parce que 2015, ça a été à la fois l'accord de Paris sur le climat, et ça a été aussi la sortie des 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Et le temps que ces éléments deviennent des boussoles dans les entreprises et dans les banques, ça a forcément pris quelques années. Donc, et le temps aussi qu'on ait un peu de recul sur les politiques. Par exemple, nous, en 2017, on est complètement sortis des spécialistes du gaz de schiste. C'est une décision qu'on a prise au départ pour des raisons écologiques. On s'est dit vraiment, les gens qui ont des entreprises spécialisées dans l'extraction de gaz de schiste ne vont jamais vouloir faire de transition écologique. Et donc on s'est dit, on ne peut pas être partenaire de ces entreprises. Qu'est-ce qu'on constate? Alors au départ, on a perdu de l'argent en prenant cette décision. On a perdu à peu près 100 millions d'euros de revenus en année pleine. Et 3 ans plus tard, qu'est-ce qu'on constate? On constate que la pression, les évolutions du prix du carbone, les évolutions du prix du pétrole, des hydrocarbures, la pression de la société, tout ça fait que d'un seul coup, les entreprises spécialisées dans le gaz de schiste et le modèle du gaz de schiste est beaucoup moins intéressant économiquement. Et que en fait, nous, on est très contents d'être sortis de ces entreprises, pas seulement pour des raisons écologiques, mais en plus aujourd'hui pour des raisons économiques. Parce qu'aujourd'hui, si on était resté la banque de ces entreprises, on serait en quelque sorte collé avec des entreprises dont on n'est pas sûr qu'elles vont pouvoir nous rembourser. Et donc on est extrêmement content d'être sorti de cette activité. Et je crois que le raisonnement que sont en train de tenir aujourd'hui beaucoup de gens, et Larry Fink en fait partie, c'est de dire qu'à partir du moment où la prise de conscience de la société, à partir du moment où il y a une accélération
et je dirais presque même un emballement qui est en train de se produire dans le sens positif du terme, il est très probable que les entreprises qui n'ont pas une bonne responsabilité sociale et environnementale, les entreprises qui s'occupent pas du climat, etc., vont avoir leur pérennité qui va être menacée. D'ailleurs, nous, on développe pour les entreprises des crédits qui sont moins chers lorsque les entreprises prennent des engagements de responsabilité sociale précis. Par exemple, si vous êtes une entreprise industrielle, si vous prenez un engagement de baisser votre empreinte, vos émissions de CO2 en valeur absolue, vous allez avoir un crédit qui va baisser à mesure que vous atteignez vos objectifs de baisse des émissions de CO2. Donc ça, c'est des choses qu'on est en train d'intégrer et qui petit à petit donnent aussi une valeur au développement durable. Si je peux venir sur le mot washing, parce que c'est un mot qui fait peur, et nous on le croit souvent auprès des entreprises avec lesquelles on travaille, en interrogation, en remarque, et sur la question du blue washing ou du washing ODD. Il y a cette interrogation, il y a aussi cette peur pour beaucoup d'entreprises d'embrasser les ODD comme boussole, parce qu'elles se sentent pas légitimes sur les 17 ODD. Et donc du coup la tentation de faire un menu à la carte où on pioche ceux qui vont bien parce que c'est ceux qu'on connaît, sur des domaines sur lesquels on travaille depuis la création de l'entreprise, pousse malgré elles, les entreprises, à faire, pour certaines malgré elles, à faire un washing, en montrant qu'elles vont identifier que quelques ODD, dans cette ODD à la carte. Et en fait, c'est là qu'on vient sur ce discours, c'est une première étape, elle est essentielle, mais cette première étape, c'est là où on n'encourage pas qu'elle soit communiquée. Il faut qu'ensuite, qu'il y ait un travail supplémentaire pour montrer qu'en fait, avec les 244 indicateurs, chacun des ODD sont liés et qu'on se rend compte que même sur un ODD qui nous paraît très loin de son core business, de l'application d'entreprise, on vient à avoir un impact, positif ou négatif, quel qu'il soit, mais on a un lien de corrélation. Et en fait, toute cette peur, cette non-légitimité, cette peur d'être pointé du doigt lors du washing dès qu'on utilise les ODD, elle se déconstruit et il faut être à l'aise avec sa communication dès lors qu'on a étudié, qu'on a pointé les interconnexions et on sait où est sa place dans les ODD. Le but des ODD, c'est pas d'être le meilleur dans les 17, c'est pas d'avoir 20 sur 20 dans les 17 matières. C'est peut-être d'avoir un 17 sur 20 ou un 15 sur 20 dans un des ODD pour pour maximiser son empreinte au global. Et donc, du coup, en fait, ce discours de washing vient en face de cette question de légitimité et en fait peut faire peur à certaines entreprises pour endosser la légitimité qui est la leur, parce que les objectifs de développement durable, c'est pas les objectifs de développement durable de l'ONU. Ils ont été signés dans le cadre que permet l'ONU, mais ils sont à tout citoyen, à toute personne physique ou morale. Très bien. Nous approchons évidemment de la fin. J'aimerais une dernière question pour vous, Antoine Cyr, sur la concurrence entre les banques. Quand on est la 8e banque mondiale, on est en concurrence avec les 10 premières banques mondiales, j'imagine. Avec les 50. Parce avec que les 50. La banque, c'est une activité qui est très multilocale. Donc, nous, on est une banque importante parce qu'on fait de la banque dans beaucoup de pays. Et dans chacun de ces pays, on est en concurrence avec toutes les banques locales. Donc, si vous faites la politique que vous pratiquez avec le développement durable et dont vous venez de reconnaître qu'elle vous coûte ne serait-ce que sur une partie de ces investissements, à peu près 100 millions d'euros en année pleine. En plus, vous avez le problème des réglementations européennes, BAL 3, qui vous plombe un peu au niveau des fonds propres et vous empêche de distribuer plus de crédits. Enfin, vous avez quand même plusieurs fils à la patte, dont certains sont très vertueux, comme le développement durable, d'autres moins, comme BAL 3. Et pourtant, vous tenez dans la concurrence, mais c'est quand même des handicaps, non ? Alors, d'abord, quelquefois, les handicaps s'annulent, parce que, par exemple, BAL 3 limite notre capacité de faire du crédit. Or, d'un seul coup, on peut plus faire du crédit à tout le monde. Donc, d'une certaine manière, et c'est ce qu'on a fait avec, par exemple, l'énergie, si vous voulez, en même temps qu'on a arrêté de financer les spécialistes du gaz de schiste, on est devenu numéro 1 européen du financement des énergies renouvelables. Donc, vous voyez bien que le BAL 3, d'une certaine manière, nous oblige à réallouer fait qu'on peut pas
En fait, on peut pas faire autant de crédits qu'on en ferait s'il n'y avait pas Val-Thorens. Donc on doit faire des choix, et à l'intérieur de ces choix, finalement, ça va nous inciter à réallouer en faveur d'activités qui sont plus développement durable. Et de toute façon, ce que je voulais dire aussi, c'est que non, je ne crois pas qu'il y a pas de dilemme entre rentabilité et développement durable. Il y a un dilemme entre court terme et long terme. Je pense que peut-être que parfois on va faire plus de rentabilité à très court terme en ne faisant pas de développement durable, mais le problème c'est que si on s'habitue à travailler avec les clients qui ne sont pas développement durable et qu'on ne s'habitue pas à travailler avec ceux qui sont au contraire les plus engagés, un jour la société va nous dire vous êtes gentil mais vous n'êtes pas le genre de banque dont on a besoin au XXIe siècle. Et donc pour nous c'est il sera trop tard. Et j'ajoute que dans la gestion d'une banque comme BNP Paribas, qui est une gestion qui n'est absolument pas court-termiste, pratiquement chaque année nos résultats, quand ils sont bons, et d'ailleurs aussi quand ils sont moins bons, portent la trace de décisions, de choix qui ont été faits 5 ans, 10 ans, 15 ans avant. Et donc nous, c'est vraiment complètement dans notre modèle et dans notre ADN de privilégier le long terme. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on est connu de nos actionnaires. BNP Paribas, c'est une banque que veulent avoir des actionnaires qui aiment des valeurs stables, réfléchies, posées, et pas du tout des gens qui sont, comme on dit parfois, des spileurs. Merci beaucoup, merci à tous, où que vous soyez. Merci d'avoir participé à cette 3e table ronde de la journée. Je passe la parole à Thomas. Merci Stéphane. Effectivement, une journée dense, plusieurs tables rondes, plusieurs masterclass, plusieurs keynotes pour pouvoir réfléchir à la transformation du capitalisme. On arrive presque au terme de cette première journée des rencontres du développement durable. Et avant de passer à la table ronde de clôture, je voudrais en particulier remercier notre partenaire co-organisateur de cette journée, Montpellier Business School, qui aurait dû nous accueillir à Montpellier, mais qui nous soutient pour ce live hashtag RDD 2020 et que vous pouvez suivre en direct et pour lequel vous pouvez poser vos questions. Évidemment, on va recevoir très rapidement le directeur général de cette école et le professeur de l'école qui suit, puisque demain on se déplace à Marseille pour cette conclusion de la journée, dont je retiens que transformer le capitalisme suppose de penser le temps long et de l'articuler avec le temps court, évidemment, de travailler constamment notre faculté d'adaptation individuelle en tant que consommateur et évidemment collective au sein des entreprises, de mobiliser toutes les forces dans la bataille, les forces financières bien sûr, l'ensemble de la puissance publique et la faculté de transformation des entreprises elles-mêmes, et de créer des coalitions économiques d'acteurs qui peuvent créer de nouveaux marchés, amener de nouvelles offres aux consommateurs qui, eux, réclament une transformation de ce capitalisme. Merci donc à Montpellier Business School d'avoir co-organisé avec l'Institut Open Diplomacy cette journée, et un merci tout particulier au journal Pour l'Écho, partenaire média des rencontres du développement durable, dont le rédacteur en chef Stéphane Marchand a été mon complice de toute la journée. À tout de suite pour la conférence de clôture qui va commencer à 18h45.